Ici Jean-Philippe Trottier, nous retournons au Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Retournons il y a 10 ans, le 20 mars 2003, les États-Unis déclenchaient l'opération militaire Liberté de l'Irak dans le but de renverser le régime honni de Saddam Hussein, épargné en 91 par George Bush père, à qui on avait reproché de ne pas avoir terminé la besogne, et pour cause, il n'en avait pas reçu le mandat. Commentaire désabusé du New Yorker d'hier, Vietnam, Irak, Afghanistan, nous avons beaucoup d'anniversaires à oublier. Maintenant, au-delà de cette amertume, que penser du messianisme et de la naïveté de la politique étrangère états-unienne? Mathieu Bocoté nous en donne son point de vue. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, il fallait évincer le tyran de Bagdad. 10 ans après, on est peut-être moins enthousiaste. Oui, ce qui me frappe beaucoup quand on parle de la guerre d'Irak, c'est la compréhension qu'on a eue finalement de ces événements, la compréhension qu'on a eue de l'intervention américaine. Avant, c'est-à-dire, lorsque l'intervention américaine arrive, ceux qui cherchent à l'expliquer se tournent immédiatement vers l'explication suivante, c'est l'occupation des champs pétroliers, c'est renverser un régime qui ne collabore pas exactement à la politique énergétique américaine et ainsi de suite. Qui matraque cette cure aussi. Effectivement, qui est un régime détestable, là. Faut pas se faire d'illusions, c'est un régime détestable, l'Irak de Saddam Hussein. Mais ce qui me semble une dimension assez cachée, on en a beaucoup parlé publiquement, mais toujours dans les marges de l'espace public, c'est la part de messianisme démocratique, la part de colonialisme démocratique, d'impérialisme humanitaire qu'il y avait dans cette intervention. Quand on dit messianisme, on se réfère au Messie. Qu'appelez-vous messianisme? Il y a cette prétention qu'ont les Américains d'exporter la démocratie à travers le monde. Il y a cette prétention étrange qu'ont les Américains de croire que tous les hommes sur Terre, finalement, voudraient être américains. Il suffit de leur en donner l'occasion et ils deviendront chacun de parfaits citoyens du New Jersey. Il y a de parfaits consommateurs du New Jersey. Ou de Californie, c'est un autre modèle bien attirant. Oui, aussi, mais le New Jersey est un peu plus médiocre. Il y a cette conviction chez les Américains, finalement, que la planète au complet va être américaine. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on doit faire quand on voit un régime honni à l'étranger? Quand on voit un régime désastreux? Qu'est-ce qu'on fait? On se dit, il suffit de le renverser. Du moins, c'est la psychologie des néoconservateurs. Les néoconservateurs qui prennent le contrôle idéologique, mais avec le bruit des bottes. Il suffit de renverser un régime pour d'un coup réveiller chez le peuple qui subissait ce régime un grand élan démocratique, un grand élan d'enthousiasme, un grand élan populaire, et finalement de faire pousser une démocratie là où peut-être les conditions civilisationnelles, historiques, culturelles et sociologiques n'étaient pas réunies. Mais il y a pire que ça, Mathieu Bocoté. C'est aussi beaucoup d'États-Unis et d'Occidentaux aussi se disent, ces pauvres peuples ne connaissent pas mieux, ils croupissent là-dedans, c'est à nous de leur envoyer nos lumières et notre libération, etc. Ça, c'est l'étrange impérialisme occidental, c'est-à-dire l'impérialisme occidental remanié dans le langage des droits de l'homme, c'est-à-dire on regarde le monde à la manière d'une série de vastes contrées finalement malheureux parce qu'ils ne sont pas encore devenus nous. Donc on regarde la planète en ne tenant pas compte de la pluralité des civilisations, de la pluralité des cultures. Et on a de la démocratie par ailleurs aujourd'hui en Occident une idée si universaliste, une idée si épurée, une idée si, je dirais, politiquement correcte qu'on se dit tout le monde en veut. Parce qu'on ne veut plus en Occident s'assumer comme occidentaux, parce qu'on se veut humain, postmoderne, démocratique, libéré, émancipé, et ainsi de suite. Sans racines et sans incarnation. On ne comprend pas que la démocratie s'inscrit dans l'histoire de la civilisation occidentale, que la démocratie libérale n'est pas un produit d'exportation. Mais alors, Mathieu, comment est-ce que vous allez conjuguer ce côté particulier de la démocratie qui appartient, donc qui est né en Grèce, etc., qui est le fruit du travail d'une civilisation. Voilà, d'accord, qui est donc particulier, en même temps avec cet universalisme qui est états-unien et qui est aussi juif, parce qu'on parle des néoconservateurs. Il faut aussi parler des William Kristol, des Robert Kagan, des David Frum, des Paul Wolfowitz, qui étaient également sionistes. Je crois qu'il y a dans l'universalisme occidental une part légitime, c'est la part chrétienne, peut-on dire, c'est-à-dire qu'il y a une commune dignité humaine, et il y a des droits élémentaires qui sont ceux de tout être humain. Peut-on espérer, ils existent moralement et philosophiquement. Tout à fait. Mais peut-on les traduire politiquement, socialement, culturellement, de la même manière partout? Non. Ça, et je crois que d'ailleurs que ces droits élémentaires du genre humain, chaque peuple est amené finalement à les découvrir par lui-même. Chaque civilisation les découvre par elle-même. Et c'est quelque chose qui est long.
qui exige de la patience, qui va exiger cette espèce de découverte lente des droits élémentaires à l'intérieur de chaque culture, c'est un travail qui n'est pas compatible avec le temps de la satisfaction médiatique contemporaine. Mais vous dites que c'est chrétien, c'est aussi judéo-chrétien, parce qu'il y a ce messianisme et juif c'est aussi. C'est judéo-chrétien, manifestement. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais ce qui me frappe dans la psychologie démocratique contemporaine, c'est sa grande naïveté. C'est-à-dire, on s'imagine qu'on va arriver quelque part, il suffit de mettre un nouveau régime, d'installer les règles de l'économie de marché, et tout ira bien. Et de pratiquer ce que j'appelle la démocratie sexuellement libérée. Et on arrive quelque part, et là, finalement, pousserait une société neuve. Et on oublie que la civilisation, la culture, l'histoire travaillent en profondeur les hommes et les âmes. La civilisation pénètre les individus, travaillent finalement en profondeur les sociétés. Et lorsqu'on décide d'installer un régime qui n'est pas acclimaté aux exigences d'une société, eh bien, on risque quelquefois de se provoquer des tensions alors qu'on espérait avoir une forme de paix démocratique. Et je donne cet exemple. Oui. Plusieurs historiens, sociologues, géographes, regardaient l'intervention américaine à venir et disaient faites attention en allant là-bas parce que vous n'allez pas simplement renverser un tyran pour le remplacer par un président. En faisant sauter le régime, vous allez créer les conditions de la guerre civile parce qu'il y a des tensions entre les chiites, les sunnites, entre les Kurdes, les Arabes. Bon, il y a des tensions très vives. Et les chrétiens en payent le prix aussi. Et les chrétiens, soit dit en passant, qui sont toujours les victimes. Dans ce coin du monde, les premiers à recevoir les dommages, à subir les dommages collatéraux, ce sont toujours les chrétiens d'Orient. Eh bien, quand on décide d'intervenir là-bas, en ne connaissant pas la réalité profonde du pays. Parce qu'en Occident, on ne croit plus en l'histoire. Parce qu'en Occident, on croit que l'histoire, c'est le passé, c'est sur des breloques, c'est des choses plus vraiment intéressantes, c'est désuet. Parce qu'on ne croit plus à l'histoire, on ne voit pas ailleurs l'histoire agissante. Mais ça m'étonne aussi. C'est ça qui est intéressant. Je reviens à cette histoire de messianisme juif, parce que Israël aussi c'est l'affaire d'Israël d'avoir un tyran qui allait être décapité, parce que Saddam Hussein avait des visées, il voulait aussi, il était contre Israël, forcément. Mais Israël, ça a 4000 ans d'âge au moins. C'est une très vieille civilisation. Comment se fait-il que eux aussi sont entrés sont tombés dans le panneau? Moi, je ferai quelques nuances ici. Oui. Je crois que quand je parle de messianisme, il faut bien comprendre, je parle vraiment de ce messianisme typiquement américain. Oui. Si vous allez, il y a le Manifest Destiny, mais il y a aussi cette idée qu'ont les Américains, qu'ils sont le laboratoire de la modernité, et la modernité, c'est l'humanité, donc ils sont le laboratoire de l'humanité. Oui. Il y a aux États-Unis, et je ne parle pas en tant qu'anti-américain ici, loin de là, j'ai grande admiration pour justement la part noble de cet impérialisme démocratique. C'est la Première Guerre, c'est la Deuxième Guerre, c'est la protection de l'Europe occidentale pendant la guerre froide. C'est Woodrow Wilson. Oui, mais c'est aussi Eisenhower. Eisenhower qui croit que c'est la responsabilité de l'Amérique de défendre l'Europe occidentale alors que lui-même est un vieux réaliste. Bon, alors, il y a un génie américain tout à fait admirable. Mais il y a une naïveté américaine qui me semble la part moins noble de cet universalisme et qui est vraiment remontée à la surface depuis le début des années 90. Parce que depuis le début des années 90, les Américains, avec le grand discours de la mondialisation, se sont convaincus d'une chose, la planète attend sa conversion à l'américanisme. Il faut dire une chose aussi. Par le marché, par Hollywood, par la culture d'exportation mondialisée, et on ne comprend plus la diversité du monde alors qu'on n'a jamais autant parlé de diversité. Mathieu, revenons à Pilgrims au XVIIe siècle. Je veux dire, ils sont venus dans le Nouveau Monde en réaction à l'Ancien Monde, l'Europe corrompue, etc. Et déjà, cet Ancien Monde avait une vision universaliste, notamment en France. Et on a là un universalisme états-unien qui s'oppose à l'universalisme européen, mais on est encore au même niveau, avec une différence, c'est qu'en plus, les États-Unis n'ont jamais eu d'empire colonial comme l'ont eu les Anglais, les Français, les Italiens ou les Espagnols. Je crois quand on parle du messianisme, vous donnez l'exemple de la France, on peut penser à l'idéal révolutionnaire. Avec 1789, la France est convaincue d'incarner finalement la promesse de l'émancipation humaine. D'ailleurs, ça va donner lieu aux guerres napoléoniennes, qui ne sont pas que des guerres de conquête classiques. C'est une guerre révolutionnaire, la guerre napoléonienne. C'est évidemment un homme qui décide, pour assouvir son désir de puissance, de partir en guerre, de bouleverser l'Europe, mais c'est aussi, il veut s'aimer par tous les idéaux de la Révolution. Et ce modèle de la guerre révolutionnaire, qui est la seule guerre acceptable aujourd'hui, vous le noterez, évidemment, on ne la présente pas comme ça. On parle aujourd'hui d'intervention de police au nom des droits de l'homme. Droit d'ingérence.
le devoir d'ingérence, d'ingérence, c'est-à-dire qu'on prétend arriver dans une situation qu'on ne comprend pas, et avec nos catégories idéologiques récemment fabriquées en Occident, on prétend finalement jouer le rôle de l'arbitre, de trier entre les bons et les méchants, qui on peut congédier, qui on doit accepter. D'ailleurs, ça nous ramène à quelque chose de plus contemporain. Le printemps arabe, par exemple. Les Occidentaux arrivent, ils se disent, bon, des tyrans, et c'était effectivement des tyrans, tout le moins des dictateurs, en Tunisie, en Égypte, et ainsi de suite, sont contestés par le peuple, donc c'est le peuple qui conteste l'autorité légitime, donc c'est la démocratie qui est en marche. Et là, certains observateurs, qui ne se contentent pas justement d'avoir une vision purement idéologique du monde, disent, un instant, les masses qui protestent en ce moment, quelquefois, ça va créer les conditions pour un renversement du régime au profit de l'islamisme. Et vous avez un régime que vous détestez en ce moment, mais ayez peur, ça peut être pire. Bon, mais les Occidentaux... Au fond, c'est comme à la régie du logement, mon voisin fait du bruit, mais je le tolère parce que si on l'évince, il y aura peut-être quelqu'un qui fera encore plus de bruit. Il y a une chose qui est certaine dans la vie, me semble-t-il, c'est que les choses peuvent toujours être pires. Mais l'optimisme occidental contemporain n'accepte plus cette idée. Donc, s'il y a grand mouvement populaire, alors évidemment, ce sera démocratique, dit-on, et évidemment, ce sera une bonne nouvelle. Autrement dit, le peuple est sanctifié d'entrée de jeu, quoi. Oui, mais c'est surtout, je crois, que nous plaquons systématiquement avec une étrange arrogance intellectuelle, nous plaquons des catégories qui sont les nôtres à d'autres pays, à d'autres réalités, et on oublie la diversité profonde, je l'ai dit, du genre humain, et conséquemment, la diversité inévitable des régimes politiques. Je donne l'exemple ici, je me transpose ailleurs. Quand je parle de la profondeur et de la puissance de l'histoire, pensons à la Russie. La Russie, à cause de la révolution d'octobre, à cause des bolcheviks, des communistes, va être un véritable laboratoire du socialisme pendant très longtemps. Mais pourquoi la Russie va-t-elle parvenir néanmoins à se maintenir, par exemple au moment de la Deuxième Guerre mondiale? Oui. Parce que Staline, dans ce cas-là, va faire appel aux vieilles ressources de sens. Il va appeler l'Église orthodoxe, il va appeler le vieux nationalisme russe. Le socialisme était supposé être la doctrine des sans-patries. C'était le socialisme, c'était un universalisme radical. Eh bien, il est obligé de mobiliser la vieille civilisation russe pour se maintenir. Et une fois que le communisme tombe, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la vieille forme de pouvoir autocratique, démocratique, bizarre, ce que le tsarisme aurait pu devenir s'il avait poursuivi son évolution libérale enclenchée fin 19e, malgré le fait que c'était pas un régime sympathique. Mais ce qu'on voit, c'est que la Russie reprend aujourd'hui son cours, comme si une conception de l'autorité, une conception du pouvoir, une conception de l'ordre. Comme quoi 70 ans de communisme n'ont été qu'une parenthèse. Je suppose que c'est une parenthèse parce qu'il y a eu un effet destructeur profond sur la culture russe. D'ailleurs, c'est une culture un peu ravagée aujourd'hui. Oui. Le poids des mafias, tout ça. Bon, on peut donner ces exemples, la dénatalité. Mais au même moment, on voit que la psychologie russe, la psychologie du pouvoir à la russe et ainsi de suite, finalement, la civilisation russe est parvenue à renaître malgré l'universalisme radical qu'on lui avait appliqué. Le pouvoir de Poutine aujourd'hui, qui est pas un pouvoir sympathique, c'est un pouvoir qui à tout le moins est conforme à l'histoire russe. Et quand on dit nous occidentaux, il suffirait simplement d'exporter démocratie, stabilité, tout ça. Un instant, tenons compte de la diversité des cultures et de la diversité des régimes. Soyons jésuites un petit peu. On a un nouveau pape jésuite, Mathieu Bocoté. Est-ce qu'on pourrait pas faire un peu d'inculturation avec notre démocratisme et l'habiller de façon de faire en sorte que les populations que nous civilisons encore pourraient se retrouver dans ce démocratisme, mais à la sauce locale. Certains le font. George Soros le fait en Europe de l'Est, par exemple, avec sa fondation pour Open Society. Ouais. Mais quelquefois, c'est simplement appliquer l'idéal diversitaire et droit de l'homiste à ces peuples. Moi, sur ces questions, je crois, évidemment, il doit y avoir une pédagogie lente et nécessaire de la philosophie démocratique. Oui. Ça m'apparaît absolument indispensable et ça fait partie aujourd'hui des exigences de la politique étrangère. Je crois, ce critère supplémentaire qui s'appelle promotion des valeurs démocratiques à travers le monde. Mais évitons de croire que cette promotion des valeurs démocratiques à travers le monde, et des valeurs démocratiques, j'entends ici surtout des droits élémentaires. Les droits élémentaires de l'être humain, on doit s'en faire les gardiens à notre manière. Mais évitons de passer de cette protection nécessaire à l'esprit de croisade. Et moi, c'est quelque chose qui m'inquiète, cet esprit de croisade chez les Occidentaux aujourd'hui, d'autant plus que la société médiatique provoque chez chacun le désir de l'intervention immédiate.
immédiate. On voit un massacre quelque part, on se dit immédiatement intervenons. Et ne connaissant pas le contexte, n'ayant pas les éléments de contexte historique, culturel, sociologique, encore une fois civilisationnel, on se dit intervenons, renversons le tyran, sans voir quelquefois qu'un portrait d'ensemble devrait nous inciter à une plus grande prudence politique. Et c'est le parti en politique étrangère. Le parti de la prudence est indispensable, ce qui ne veut pas dire le parti de la lâcheté. À certains moments, il faut être d'une fermeté exemplaire. Je pense évidemment aux démocraties occidentales qui auraient dû surmonter le syndrome de Munich. Et finalement, en 38, de Gaulle avait quelques bons conseils à donner et on ne l'a pas entendu. Churchill avait de bons conseils à donner, on ne l'a pas entendu. Quelquefois, il faut être ferme, il faut être intransigeant. Mais évitons, cela dit, de confondre la fermeté avec l'activisme international et la prudence avec la lâcheté. La politique étrangère, parce qu'elle implique la mobilisation de la puissance militaire, la puissance armée, devrait être, cela dit, le lieu d'une prudence spontanée, surtout à notre époque de mondialisation, où on en vient à oublier cette diversité des cultures et des histoires, qui est pourtant indispensable à la compréhension de la marche du monde. Autre question, Mathieu Bocoté, reliée à ça, les Français, vous vous souvenez du discours en février 2003 de Dominique de Villepin aux Nations Unies, c'était du Chateaubriand, c'était magnifique. Oui, c'est dans ce sujet. On était gonflés d'orgueil, etc. Bon, et les Français ont payé le prix fort de cette pas croisade, mais cette opposition aux amis de Bush, les néocons et les sionistes aussi. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que la France ne tire pas parti du fait qu'elle a finalement eu raison sur toute la ligne? Je crois qu'elle essaie de le faire. C'est-à-dire, la politique étrangère française aujourd'hui est une politique étrangère c'est l'héritage du gaullisme d'une certaine manière. Ouais. De Gaulle qui se voyait comme le chef des non-alignés. En fait, le chef occidental des non-alignés. Il y avait une part chez lui. C'était l'ami des Américains, mais il voulait pas être leur valet. Bon, tout ça. Je crois que la France, c'est sa politique étrangère naturelle aujourd'hui. Mais ce qu'on a vu toutefois, ça c'était principalement avec l'intervention en Libye avec Sarkozy, il y a une part de néoconservatisme universaliste aussi dans la politique étrangère française. Nicolas Sarkozy, qui est un homme qui n'avait pas tous les défauts qu'on disait, n'était pas par ailleurs un homme d'une culture immense lorsque venait le temps de considérer la diversité du monde. Et par exemple, l'intervention en Libye, quelque chose d'assez... on le sait pas pour l'instant. Kadhafi était loin d'être un type sympathique. Mais c'est pas dans 10 ans, dans 15 ans, reste à voir, par exemple, s'il aurait eu raison de lancer cette guerre humanitaire à la BHL. Mais Mathieu, c'est pas ma question. En fait, ma question, c'est vraiment Chirac et Villepin avaient mené le front d'opposition à cette intervention en 2003. Pourquoi, je pense, je n'ai jamais entendu les Français dire... Voyez-vous, vous auriez dû nous écouter, on avait raison. Je crois qu'ils l'ont dit, je crois tout simplement qu'on n'écoute pas la France aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous vous intéressez au débat français, vous ouvrez les magazines français, les Français ne cessent de s'enorgueillir de leur position au moment de la guerre d'Irak. Vraiment? Oui, quand même, il y a une fierté spontanée de ne pas être tombé dans le piège de Bush, comme on disait. Mais la France, étrangement, on l'écoute encore parce qu'elle pèse. On le voit au Mali, elle a une capacité d'intervention à l'extérieur. Les Américains l'admirent du reste. Ils ont, sauf Newsweek, où il y a un grand magazine qui en a parlé du reste. C'est la seule puissance européenne qui est capable de mener ce genre de guerre. Parce que la France a encore une prétention universaliste, paradoxalement. Parce que la France n'est pas l'Allemagne. Autrement dit, l'Allemagne ne peut pas se mobiliser militairement sans qu'elle nous rappelle la Deuxième Guerre, même la Première. La France est la seule puissance européenne avec la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne n'a pas comme terrain d'intervention spontanée les endroits où la France intervient. C'est juste. La France a une capacité d'intervention dans le monde qui la sert bien. On le voit au Mali en ce moment, où elle poursuit la lutte contre les djihadistes. Mais, encore une fois, évitons de croire, par exemple, qu'au terme de son intervention, la France ne sera satisfaite que si elle instaure une démocratie libérale au Mali. Ça ne peut pas être le résultat de chaque opération, mais c'est la tentation aujourd'hui. La France est un vieux pays. Les États-Unis sont un pays jeune, ça fait toute la différence. Et vous le disiez, l'histoire lente, le temps long. C'est ce que disait de Villepin en 2003, je crois. C'était la plus belle partie de son discours. Nous qui sommes une vieille nation, un vieux pays, et ainsi de suite. Il y avait quelque chose chez de Villepin à ce moment-là qui relevait de la sagesse des vieux peuples. Les vieux peuples un peu malades, si je peux dire, mais qui ont aussi une grande sagesse. Alors que la fougue américaine, là-dessus, s'est retournée contre eux. Et c'est malheureux parce que, je le dis, le monde a besoin des États-Unis. Le monde a besoin de dans la mesure où il y a toujours un empire à chaque époque, l'empire américain est plus sympathique certainement que l'Union soviétique à une autre époque, plus sympathique que ce que pourrait être la Chine demain. L'Amérique a conservé la démocratie au 20e siècle pour le mieux en Europe occidentale. Évidemment, ça l'a amené à faire plusieurs dérives ailleurs dans le monde, mais le monde a besoin des États-Unis. Et voir les États-Unis gâcher leur crédibilité internationale comme ils l'ont relativement fait depuis une dizaine d'années, je crois que c'est dommageable pour la civilisation occidentale dans son ensemble.
Et il va falloir revenir, je crois, après cette grande euphorie mondialisée des 10, 15, 20 dernières années, il va falloir revenir, je crois, justement à ce langage de l'histoire quand on pense à la politique, et ça va nous amener, je crois, redécouvrir cette vertu de prudence sans laquelle la politique étrangère devient le royaume des apprentis sorciers. La prudence comme médiation entre politique et morale. Absolument, absolument, c'est une excellente manière de dire les choses. Mathieu Bocoté, merci infiniment. Un grand plaisir. À la semaine prochaine.